Imaginez, on envoie un colis, si c'est quelque chose de très précieux, disons des flûtes en cristal, on va écrire «fragile» dessus. En énorme, en rouge, c'est clair. Oui, tout le monde comprend ça. Mais au fond, c'est quoi l'exact contraire de fragile? Ah, c'est une excellente question. Parce que le premier réflexe, c'est de dire robuste ou solide. Oui, incassable. On pense à une boule de bowling, quelque chose comme ça. Exactement. Mais un objet robuste, si on y réfléchit 2 secondes, il ne fait que résister au choc. Il encaisse et il reste identique. Il est neutre en fait. D'accord. L'opposé logique, le vrai opposé, ce serait un colis sur lequel on aurait envie d'écrire «S'il vous plaît, malmenez, secouez-moi, faites-moi tomber». Ça paraît fou. Un objet qui non seulement survit au chaos, mais qui s'en nourrit, qui en sort meilleur. Voilà. Et c'est précisément le cœur de notre exploration aujourd'hui, à travers les travaux de Nassim Nicolas Taleb et son livre concept, Antifragile. Les bienfaits du désordre. On va se plonger dans cette idée qui, une fois qu'on l'a comprise, change vraiment notre façon de voir le monde, de la biologie à l'économie. En passant par nos vies personnelles. Oui, la mission, c'est de comprendre pourquoi certains systèmes, certaines personnes prospèrent dans le chaos, alors que nos sociétés modernes font tout pour l'éliminer. Et se fragilise au passage, sans même s'en apercevoir. C'est tout à fait ça. Alors pour commencer, Taleb nous propose une sorte de nouvelle grille de lecture. Il ne classe pas les choses en bons ou mauvais, mais selon leur réaction au stress, à l'imprévu. C'est ce qu'il appelle la triade. Exactement. Et pour que ça marque les esprits, il utilise des images très fortes qui viennent de la mythologie. On peut commencer par le fragile. Le fragile, oui. Pour lui, c'est l'épée de Damoclès. L'image est très parlante, hein. Un courtisan, un banquet, et au-dessus de sa tête, une épée suspendue par un unique crâne de cheval. Tout semble parfait, mais la catastrophe est là, latente. Voilà. Le fragile, il déteste la volatilité. Il aime le calme plat. Le moindre choc peut être fatal. D'accord, l'épée de Damoclès, le verre de cristal. La stabilité qui cache une vulnérabilité extrême. Je vois. Mais alors, le robuste, Alors, le robuste, c'est la deuxième figure, le phénix, l'oiseau mythique qui renaît de ses cendres. Ah oui, le symbole de la résilience. c'est ça, c'est impressionnant. Mais attention, il renaît comment? Identique, j'imagine. Exactement. Il revient à son état initial. Il a résisté à un choc énorme, mais il n'en a rien tiré, il n'est pas devenu meilleur. Le robuste, il est neutre face au désordre. Il encaisse et c'est tout. Il revient à la case départ, il n'apprend rien. C'est déjà pas mal, mais ce n'est pas l'opposé du fragile. Non. Et c'est là qu'on arrive au concept clé, celui pour lequel Taleb a dû inventer un mot. L'antifragile. L'antifragile. Et sa figure mythologique, c'est l'hydre de Lerne, ce monstre qu'Héraclès combat. Celui avec plusieurs têtes Oui, et sa particularité, c'est que quand on lui coupait une tête, il en repoussait deux. et bénéficiait des attaques en fait. Littéralement. Elle était avide de blessures. Voilà l'antifragile, un système qui aime la volatilité, les erreurs, les chocs, parce que ce sont eux qui le nourrissent et le renforcent. Ce qui est frappant, c'est qu'une fois qu'on a le mot, on voit ce concept. Partout dans la nature. Le système immunitaire qui se renforce avec les microbes, les muscles, C'est la logique même de l'évolution, oui. et pourtant on n'avait pas de mots pour ça. J'adore son analogie avec Homère. Il rappelle que dans l'Odyssée, la mer est décrite comme étant couleur de vin. Jamais bleu. Le mot n'existait tout simplement pas, et ce n'est pas anecdotique. Ce manque de vocabulaire nous rend aveugles. On ne peut pas le nommer, donc on peine à le reconnaître, à l'utiliser. C'est ça? On le subit passivement, comme le corps qui se renforce, mais on ne sait pas le construire activement dans nos institutions, nos carrières. C'est une sorte de daltonisme conceptuel. D'accord, mais alors comment ça marche concrètement? Comment un système peut bénéficier du mal qu'on lui fait? Quel est le mécanisme derrière? Alors, le mécanisme de base est biologique, et Taleb l'emprunte à la toxicologie. Ça s'appelle l'hormèse. L'hormèse. Oui, c'est l'idée qu'une petite dose d'une substance nocive ou d'un facteur de stress n'est pas seulement non létale, elle est carrément bénéfique. Elle déclenche une réaction de surcompensation de l'organisme. Ah, mais oui, c'est comme la musculation. Pour construire du muscle, il faut soulever des poids qui créent des micro-déchirures dans les fibres. Exactement. Et le corps, en réponse, ne fait pas que réparer. Il surcompense, il reconstruit plus solide qu'avant en prévision d'un futur stress. C'est parfaitement ça. La dose fait le poison, mais une petite dose peut être un remède. C'est aussi toute la logique derrière la vaccination. On injecte une version affaiblie d'un virus pour forcer le système immunitaire à surcompenser.
Et ce principe de surcompensation, on le retrouve bien au-delà. L'adage «la nécessité est la mère de l'invention», c'est un peu ça, non? L'innovation naît d'une contrainte. Absolument. Le progrès est rarement le fruit d'une planification confortable. Il vient d'essais, d'erreurs, de chocs. Le problème, et c'est un point central chez Taleb, c'est notre incapacité à transférer cette compréhension d'un domaine à un autre. C'est ce qu'il appelle la dépendance au domaine. Précisément. L'anecdote qu'il raconte est à la fois drôle et terrible. Il observe un banquier très riche à Dubaï. Oui. Dans la salle de sport de l'hôtel, cet homme est en train de soulever des poids, de faire des exercices qui simulent le port d'une valise lourde. Il paye pour subir ce stress. D'accord. Mais quelques minutes plus tôt, en arrivant, Taleb l'a vu laisser un porteur s'occuper de ses propres bagages. Non, c'est incroyable. C'est complètement absurde quand on y pense. Ah oui. Dans le domaine abstrait du sport, il comprend qu'il faut du stress pour se renforcer, mais dans sa vie réelle, il fait tout pour éliminer le moindre effort. On fait tous un peu ça. On optimise pour le confort et après on paye un abonnement pour recréer artificiellement de l'inconfort dans une salle. C'est la grande contradiction moderne. Et ça nous amène directement à sa critique centrale. Notre société, obsédée par le confort et la prévisibilité, nous rend systématiquement plus fragiles. Il parle de touristification de l'existence. Tout transformé en parcours fléché, sans surprise, on traite les humains comme des machines à laver, avec un mode d'emploi pour éviter toute panne. Oui, et les exemples sont partout. Les parents surprotecteurs qui empêchent leurs enfants de tomber, de faire des erreurs, et qui, en voulant les protéger, les privent des expériences qui construisent leur antifragilité. Dans les sources, il y a aussi cet exemple de l'aviation qui est très parlant, l'automatisation à outrance des cockpits. Ah oui, avec les pilotes automatiques. Voilà. Ça a eu un effet de pervers. Quand une situation totalement imprévue survient, les pilotes ont perdu une partie de leurs réflexes. Ils sont moins compétents pour gérer le chaos, parce qu'on a éliminé toute petite dose de chaos de leur quotidien. C'est un exemple parfait. Mais je crois que son idée la plus forte, c'est sa critique de la gestion de nos émotions. Il considère des sentiments comme la tristesse ou l'anxiété non pas comme des bugs à corriger. Mais comme des sources d'information. Exactement, ce sont des messagers. En cherchant à les éradiquer par une médicalisation systématique, on tue le messager. On se prive d'une forme d'intelligence et on s'empêche de s'adapter. Mais attendez, est-ce que ce n'est pas un peu facile de critiquer la modernité comme ça? En éliminant le hasard, on a aussi éradiqué des famines, on a réduit la mortalité infantile. C'est un prix qui vaut la peine d'être payé, non? On ne peut pas revenir à l'état de nature. C'est une excellente objection. Et c'est là qu'il faut nuancer. Taleb ne prône pas un retour à la barbarie. Il ne dit pas qu'une fracture est une bonne chose. D'accord. Le problème n'est pas d'avoir éliminé les dangers mortels, ce qui est un progrès évident. Le problème, c'est d'avoir cherché à éliminer toute forme de volatilité, y compris les petites erreurs, les petits chocs, qui sont en fait des informations vitales. Ah, je vois. En créant ce pseudo-ordre parfait, on empêche le système de s'ajuster en permanence. Et on le rend aveugle et vulnérable à un choc majeur, un signe noir qui finira forcément par arriver. Donc, en voulant protéger chaque composant à tout prix, on fragilise le système dans son ensemble. Et ça m'amène à une idée encore plus dérangeante. L'antifragilité d'un système semble souvent reposer sur la fragilité de ses membres. On touche au cœur éthiquement complexe du concept. Ouais. C'est l'idée que parfois, ce qui me tue renforce les autres. L'antifragilité n'est pas toujours une bonne nouvelle pour tout le monde à l'intérieur du système. L'exemple qu'il donne sur les restaurants est incroyablement parlant. Le secteur de la restauration dans une grande ville, c'est un système extraordinairement antifragile. Il innove, il s'adapte en permanence. Absolument, c'est un écosystème qui apprend et s'améliore constamment. Mais pourquoi est-il si performant? Parce que les restaurants, individuellement, sont extrêmement fragiles. Voilà, le taux d'échec est monstrueux, la plupart font faillite très vite. Et c'est précisément parce qu'ils échouent que le système global s'améliore. Chaque faillite est une information. C'est cruel en fait. Le restaurant qui ferme apprend aux autres. N'ouvrez pas ici, ce concept est démodé. L'échec des uns est une leçon gratuite pour tous les autres. Le système se nourrit de la mortalité de ses composants. C'est la logique impitoyable de l'évolution. Les organismes individuels, nous sommes fragiles et mortels. Notre mort est une condition pour que l'information, le code génétique, s'améliore. L'espèce est antifragile parce que les individus sont fragiles. La nature sacrifie sans cesse la pièce pour améliorer le plan. Et ça nous amène à une relecture assez brutale de la célèbre phrase de Nietzsche, « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort Oui, on adore cette phrase, c'est un mantra. Mais Taleb la retourne complètement. Il propose une interprétation beaucoup moins réconfortante. ». C'est-à-dire?
Il dit peut-être que l'épreuve, une guerre, une crise, n'a pas renforcé les survivants. Peut-être qu'elle a simplement et purement éliminé les plus faibles. Ah, La population qui reste est donc, en moyenne, plus forte, non pas parce que chaque individu s'est endurci, mais parce que le filtre a retiré les éléments les plus fragiles du groupe. waouh, attends. Ça change complètement la perspective. Ce n'est plus une histoire de triomphe personnel, Non, mais une simple loi statistique de sélection. C'est beaucoup plus froid. L'épreuve n'est plus une salle de sport. C'est un abattoir sélectif. c'est une vérité difficile à accepter, parce qu'elle heurte notre vision individualiste. La force d'un groupe peut venir d'un mécanisme qui lui permet de se purger de ses faiblesses, souvent au détriment des individus. D'accord, donc en résumé, si on essaie de tout rassembler, le message d'Antifragile, c'est un véritable appel à changer de paradigme. Oui, il s'agit d'arrêter de voir le désordre, l'erreur et l'imprévu comme des ennemis à combattre à tout prix. Au lieu de dépenser une énergie folle à essayer de prédire l'avenir. Ce qui est impossible, il vaut mieux se concentrer sur la construction de systèmes, une entreprise, un portefeuille, notre vie, qui soient conçus pour bénéficier de l'imprévu, quel qu'il soit. Il faut donc accepter et même accueillir une certaine dose de stress, de petites erreurs, de chaos. Non pas par goût du risque, mais parce que ce sont des informations. Des informations cruciales et, au final, le carburant de notre renforcement. C'est la stratégie que le vivant utilise avec succès depuis des milliards d'années. Tandis que nos systèmes modernes, trop planifiés, trop optimisés pour un monde qui n'existe que dans des tableurs Excel, semblent de plus en plus vulnérables. Exactement. Et ça nous laisse avec une pensée pour la route. Une question un peu provocatrice. Taleb écrit que le hasard a quelque chose d'affriolant et qu'une journée entièrement prévisible nous donnerait l'impression d'être déjà mort. La question à se poser est donc, dans quel domaine de notre vie, au lieu de chercher plus de contrôle, pourrait-on délibérément ajouter une petite dose de désordre? Pas pour être téméraire, mais simplement pour devenir un peu plus fort et peut-être se sentir un peu plus vivant.